qu'on parle lecture? Parce que moi oui. Et c'est pour ça que je me suis lancée sur Booktube. Parce que j'avais envie de parler lecture avec des gens que ça passionnait. Étant passionnée moi-même, je l'admets. Romans, manga, BD, je lis de tout. Donc voilà, bonjour à tous, je m'appelle Lily. Et ceci est la première vidéo de ma chaîne consacrée à la lecture. Et du coup, pour démarrer la chaîne, je me suis dit, quoi de mieux que de faire le top 10 de mon année 2023. Donc il se passera en 2 vidéos. Il y aura le top 10 roman et il y aura le top 10 manga également, ou graphique, mais là plus manga, je vous l'avoue, cette année, j'ai pas lu énormément de BD. On démarrera ici par le top 10 des romans de l'année. Et à la 10e place, je vous présente Shades of Magic. Donc il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je lis pas forcément les livres à leur sortie et il arrive qu'ils traînent dans ma palle pendant un bon bout de temps. C'était le cas de Shades of Magic que tout le monde a lu et où j'arrive 10 000 ans après la guerre. Shades of Magic, c'est l'histoire de Kel, qui est un magicien de sang, donc qui lui permet de traverser en fait les mondes. Chaque monde a en son cœur une ville qui s'appelle à chaque fois Londres, mais qui est à chaque fois très différente. Donc il y a le Londres rouge, d'où vient Kel, qui est empli de magie. Le Londres gris, qui est le nôtre, où la magie n'existe pas, ou en tout cas a été oubliée, on n'en sait trop rien. Le Londres blanc, où les sorts et la magie sont tellement rares qu'on se coupe la gorge pour en profiter. Et le Londres noir, dont en fait on ne sait pas grand chose, parce qu'on pense qu'il a été annihilé. Donc en fait plus personne n'a pu aller jusqu'au Londres noir depuis très longtemps. Et il se trouve que Kel, c'est un gros rebelle et du coup il va transporter des objets d'un monde à l'autre alors que c'est totalement interdit et que ça peut entièrement déstabiliser du coup la magie et la barrière entre les mondes. Et un jour il se ramène dans notre Londres à nous avec une pierre noire blindée de magie. Et le problème c'est qu'il va se le faire voler par une jeune fille. Et du coup Lila lui vole sa pierre et c'est la mouise. Parce que du coup, le compte à rebours est lancé, il y a trop de risques en fait que l'équilibre entre les mondes soit bouleversé et que du coup, chacun de leurs mondes disparaisse, comme le Londres noir, à cause de ça. Donc l'histoire, clairement tout pour me plaire, hein, monde parallèle, magie, sorcier, plein de choses. Surtout qu'en plus, j'ai cru comprendre que le Londres gris, ça se passe dans l'époque un peu victorienne et j'adore cette époque-là. Donc non, tout était là pour me plaire. Pas étonnant du coup qu'il se retrouve dans le top 10. Je suis très sensible aux détails et ça là pour moi là, ces petites entrées de chapitres là, je trouve ça juste magnifique à chaque fois. C'est très facile à lire, j'ai été bien embarquée, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kel. Lila pareil est un personnage qui disons sait ce qu'elle fait et sait où elle veut aller. Pourquoi il est à la 10e place alors que le monde est enchanteur, que franchement l'univers construit par V.E. Schwab, oui pardon j'ai oublié de dire hein, mais c'est écrit par V.E. Schwab, je crois que c'est dit comme ça, est fou. Les systèmes de magie sont top aussi, la façon qu'elle a de montrer des Londres vraiment totalement différents, moi ça m'a embarqué. Il est qu'à la 10e place parce que pour moi je trouve qu'il y a quand même eu quelques longueurs. J'ai eu l'impression qu'il y avait des dialogues qui étaient faits juste pour faire avancer le schmilblick, mais que en fait ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe à certains moments. Pas tous, hein, parce que sinon il serait pas à la 10e place, sinon je ne l'aurais pas autant aimé. Mais je trouve qu'il y a certains moments où on sent quand même l'auteur qui dit il faut qu'il se dise ça, du coup pour qu'il se dise ça, il faut qu'il s'en mette un peu plein la mouille ou qu'il balance un truc pas très cool. Et parfois, en fait, ça tombe un peu en mode mais... Moi il y a eu des moments, j'étais là, je fais mais on se connaît pas, tu vois. Tu sais, j'avais un peu envie de dire oui, alors elle balance ça, mais elle le connaît pas, enfin d'où elle se permet ce genre de remarques, ou inversement. Mais ça n'a pas été assez dérangeant, disons, pour que Shades of Magic se pose quand même à la 10e place, ce qui n'est pas rien. Moi, je pense que d'ici fin 2024, je vais essayer de lire la suite. À la 9e place ensuite, je vous ai dit que j'avais tendance à lire les bouquins en retard. Très en retard, du coup la 9e place, oui bon je sais, hein, c'est bon. Donc un palais d'épines et de roses pour moi
qui est le gros best-seller depuis des années. Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Je pense que ça doit être un truc genre 2015, 2016, 2017. Je ne sais plus. Du coup, cette année, pareil, je me suis dit, bonne résolution Aurélie, sors les livres de ta palle que t'as super envie de lire, où tout le monde en dit du bien et que toi, bah t'as toujours pas lu depuis 1000 ans. Je remets quand même le contexte. On va suivre Faye, une jeune fille dans une chaumière avec ses sœurs et son père, et qui meurt de faim constamment parce qu'ils sont très pauvres. Et l'hiver tape son plein. C'est la seule qui sait chasser et qui a le courage d'aller chasser dans la grande forêt qui est près du mur qui les sépare du monde des Fae. Les Fae qui leur font très peur parce que même si depuis le traité on les voit pas vraiment, on raconte qu'ils ont tendance à dévorer les humains, à être mauvais, à les emporter dans leur palais et à ce qu'on ne les revoie plus. Certains disent qu'ils ne reviennent pas parce qu'en fait ils sont couverts de richesses, d'autres disent qu'ils ne reviennent pas parce qu'ils ont tout simplement été tués, dévorés, torturés. Bref, la joie quoi. Du coup, Fer qui, tailladé par la faim et la peur que sa famille ne meure tous, décide d'aller pour la mille et une fois chasser. Elle ne trouve rien, donc elle s'enfonce plus loin dans la forêt, où elle va tuer un cerf et un loup. Un loup beaucoup trop grand, qu'elle sait sûrement être un fae. Et ben c'est la merde. Oui, c'est la merde parce que, voilà, quand on tue un fae, et ben on doit en payer le prix. Et il se trouve que Tamlin, le grand seigneur de la cour de printemps, vient réclamer son dû, parce que c'est son homme qu'elle a tué. Il se trouve que du coup, elle va être emmenée à la cour de printemps, où elle va découvrir le monde des Fae et les malédictions qui y règnent depuis des années, dont les humains n'ont en fait aucune idée, puisque le mur magique, du coup, sépare leurs deux mondes. Il est qu'à la 9e place. Vous allez voir pourquoi c'est très étonnant dans la suite de mon top. Mais il n'est qu'à la 9e place parce que j'ai pas eu de mal en fait à rentrer dedans, parce que j'ai tout de suite bien accroché avec Fer. J'ai trouvé le monde très bien fait, hyper intéressant, mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que Tamlin, pour moi, désolée de le dire, hein, mais un personnage masculin très fat, très basique, j'ai envie de dire, le héros de fantasy lambda. J'adore le enemies to lover, soyons honnêtes, hein. J'adore ça. Sauf que dedans, j'ai pas ressenti non plus une alchimie de fou entre les deux. J'ai eu plus l'impression que c'était je tombe amoureuse de lui parce qu'il est sympa et que c'est mon sauveur et qu'il est beau, quoi. Et ça m'avait un petit peu... bon, j'étais pas emballée par la romance, j'étais pas emballée par Tamlin. J'ai par contre beaucoup aimé Lucien. Le personnage de Lucien, qui est un personnage secondaire et qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé plus mordant. Et est arrivée la fin du livre. Toute la partie de Sous la montagne, là j'ai dit... Ah, ok, là je comprends. Je comprends pourquoi il y a de l'entrain. Je comprends pourquoi tout le monde a aimé ce bouquin. Et surtout, j'ai eu très envie de lire la suite. Parce que je vous avoue qu'au tout début, j'étais plutôt... Ouais, c'est sympa, mais... Enfin, sans plus, quoi. Et finalement, le passage sous la montagne, Rissande. Et en fait, le côté noir que prend d'un coup le bouquin a donné de l'enjeu. A donné un enjeu qui m'a donné carrément envie de poursuivre la suite. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? À la 8e place se trouvent 2 livres. Ce n'est pas de la triche, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai mis la saga Capitale du Nord et Capitale du Sud, les 2 premiers tomes, enfin en fait les tomes 1 de Capitale du Sud et le tome 1 de Capitale du Nord. On est dans un monde où il y a en gros 2 capitales. Il y a la capitale du Nord, la capitale du Sud, et la seule chose qui semble les relier, à part la Terre, c'est un jeu qui s'appelle la Tour de Garde. Et en fait, du coup, les 2 bouquins ça appartiennent à la saga la Tour de Garde. Les 2 trilogies, une trilogie est écrite par Claire Duvivier, qui se passe dans la capitale du Nord, et l'autre trilogie par Guillaume Chamadjian, qui écrit ce qui se passe dans la capitale du Sud. Les 2 se passent en même temps, j'ai l'impression en tout cas, et vont traiter quand même de sujets qui sont à peu près les mêmes dans les 2 capitales, et j'imagine qu'à un moment, les 2 histoires vont se recouper. C'est pour ça que je me permets de les mettre tous les 2 sur la même place, parce qu'en fait, je pense que l'un ne doit pas pouvoir se lire sans l'autre. Et qu'est-ce que j'ai adoré! Franchement, j'ai beaucoup aimé les 2 bouquins. On ne suit pas les mêmes personnages, les 2 cités ne se ressemblent absolument pas.
On a la cité de la capitale du Sud qui est une cité d'art et de poésie. La cité de la capitale du Nord qui est une cité plus basée sur la science, sur l'avenir, la modernité. Dans capitale du Sud, on suit Nox, donc un jeune garçon qui partage son temps en fait entre être livreur pour un grand magasin et être un petit peu le bras droit, enfin un gamin à la solde du seigneur entre guillemets qui fait un petit peu son boulot. Et il se trouve que Nox, il a été trouvé avec sa sœur dans les fins fonds de la cité, du coup de la capitale du Sud. Et ils y ont été découverts il y a des années et élevés ensuite par le seigneur de la cité. On tombe sur un livre et le livre qui tient dans ses mains a l'air d'être étroitement lié à son histoire à lui, mais aussi à celle de la cité. Donc on démarre avec Capitale du Sud et ensuite on enchaîne avec le Capitale du Nord, où là on suit Amalia, qui en fait a été élevée pour être l'avenir de la cité, une grande élite de la cité du Nord. Amalia qui est fiancée en fait à un de ses amis. Voilà, même si à la base, il n'y a pas vraiment d'amour entre eux en fait, ils ont été promis l'un à l'autre et ils ont un autre ami qui lui vient d'un milieu plus modeste, mais qui a été quand même élevé avec eux pour devenir l'élite aussi de la cité. Sauf qu'un jour, alors que Amalia, elle, ne croit pas du tout en la magie, elle croit pas en la poésie, tout ça, elle, c'est la science, le savoir, c'est ça qui prime. Un jour, son fiancé trouve les traces d'un ancien rituel magique et devient obsédé par ça. Et comme avant d'être son fiancé, c'est aussi son ami, elle et leur autre ami vont se lancer sur les traces de ce rituel. C'est hyper intéressant parce que d'avoir lu les deux l'un à la suite de l'autre, ça m'a permis de me rendre compte vraiment à quel point les mondes étaient différents et intrinsèquement liés. Et rien que pour ça, je trouve qu'il vaut le coup d'être lu parce que c'est la première fois que je lis une saga écrite à 4 mains, mais comme si c'était des trilogies différentes alors que les deux sont liés quoi. Et c'est magnifiquement bien écrit, les personnages sont attachants, il y a de vrais enjeux. J'ai trop hâte de lire la suite parce que il vaut carrément le coup. Ils commencent à sortir au format poche. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Mais je crois qu'ils sont tous sortis dans leur grand format. Pareil, je lis 1000 ans après tout le monde, mais à la 7e position, j'ai mis l'Assassin Royal, gros pavé. Voilà, c'est mon pavé. Deuxième époque, intégrale 2. Donc c'est la fin en fait de l'Assassin Royal, donc sans compter le Fou et l'Assassin qui suit derrière mais que je n'ai pas encore lu, de Robin Hobb. Alors l'Assassin Royal, pareil si vous l'avez toujours pas lu, c'est un gros classique de la fantasy. On suit Fitz, en fait c'est le bâtard d'un des grands princes de Castelcerre. Petit, il va être envoyé à la cour, sauf que comme c'est un bâtard, il n'est pas censé accéder au trône, donc il va devenir apprenti assassin pour être un peu la main de l'ombre du roi. C'est l'introduction, sauf qu'en fait, Fitz a un pouvoir particulier qui est vu comme une magie dégradante. Et ça, il va devoir à la fois jouer avec, la cacher, essayer de la comprendre aussi, puisque personne n'arrive à lui apprendre. En tout cas, c'est ce qu'on pense au début. Ça, c'est l'idée de départ. Il se passe bien sûr des tonnes de choses que je ne vais pas pouvoir vous spoiler parce qu'il vaut carrément le coup. Je tiens d'ailleurs à dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des longueurs, je comprends totalement ceux qui ont abandonné au premier tome. Pour moi, en fait, l'histoire commence réellement à la fin du tome 1, mais surtout dans le tome 2. Que, en fait, pour moi, le tome 1, c'est un peu son enfance, c'est la mise en place des personnages, du monde, etc. Et c'est à la fin du tome 1 qu'il se passe pour moi quelque chose qui m'a accroché, qui m'a donné envie de lire la suite. Ça et le fait que j'ai une copine notamment qui est ultra fan de l'Assassin Royal et qui m'a dit mais il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Et je me suis dit c'est pas possible, elle peut pas être autant à fond sans que ce soit une tuerie. Puis bah regardez du coup... j'ai fini l'Assassin Royal, il est dans le top parce que c'est fou. Enfin, j'ai rarement vu un monde aussi bien construit, aussi bien détaillé, où tout se suit parfaitement et avec un réalisme au niveau des intrigues
qui sont prenantes, qui sont folles. Robin Hobb est trop forte, quoi. Enfin, en tant qu'écrivaine, c'est impressionnant ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de tenir. Les personnages, il n'y en a aucun qui est fade. Ils sont tous ultra bien construits, on les comprend rapidement. L'univers est dingue, la magie est très bien expliquée aussi. Si vous avez aimé Game of Thrones, en fait, je vois pas pourquoi vous pourriez pas aimer, en fait, l'Assassin Royal. En gros. Parce que pour moi, on est vraiment sur le même niveau de construction de personnages, de tout le monde est important, même si Fitz, on comprend très vite pourquoi c'est lui le héros. Enfin, pas très vite, mais on finit par, au fur et à mesure des tomes, comprendre pourquoi vraiment c'est lui au centre. Comme dans Game of Thrones, disons que tout a un impact, et quand un personnage en mange, il en mange. Contre, il mange. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, c'est un peu un moment de la souffrance, notamment pour notre personnage principal. On se dit, mais quand est-ce qu'il va arrêter de souffrir? Donnez-lui une source d'espoir, quelque chose. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y en a quand même toujours de l'espoir. Et malgré tout ce qui lui arrive, malgré tout ce qui arrive au reste des personnages, et au fin de compte, c'est ce côté noir, cette noirceur qu'il y a aussi dedans, qui donne tout l'impact des enjeux et qui fait qu'on s'attache à tous ces personnages. Et moi, j'ai adoré. Et mon compagnon a adoré, alors qu'il lit pas beaucoup, mais là, il les a lus en audio. Pour ceux qui auraient eu la flemme, du coup, de lire en papier. Moi, j'ai du mal avec l'audio, mais pourquoi pas. À la 6e place, on retrouve La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de Vampiria de Victor Dixon, qui, lui, traite d'une uchronie. Donc, c'est comme si le monde s'était arrêté à l'époque de Louis XIV. Donc, Louis XIV, à l'aube de sa mort, en fait, découvre le remède contre l'immortalité. Sauf que ce remède-là le transforme en vampire. Et il va, du coup, continuer d'étendre son pouvoir indéfiniment. Donc, transformer sa cour en vampire. D'autres cours aussi. Et on arrive à peu près à nos jours, on est toujours sous le règne de Louis XIV. On va suivre Jeanne, qui est une jeune fille dans un village un peu pauvre et un peu façon fer, à Cotard. Elle décide du coup de chasser pour survivre, sauf que chasser c'est interdit. Et quand elle rentre chez elle, elle découvre sa famille assassinée. Je vous passe les détails, mais en fuyant, elle se retrouve à prendre l'identité d'une jeune noble. Et en fait, elle découvre que cette jeune noble devait être emmenée dans une école à Versailles qui permet d'atteindre la cour du roi Soleil. Cette cour du roi Soleil, les meilleurs d'entre eux pourront y être et du coup être eux aussi transformés en vampires et atteindre l'immortalité. Donc Jeanne, elle va rentrer dans cette école et elle veut faire partie des meilleurs nobles, pas juste pour survivre, mais là parce que le seul but de sa vie à elle, ça va être de se venger. Et pour se venger et pour en finir, elle veut tuer le roi Louis XIV et le seul moyen de l'approcher, eh ben, c'est de rentrer à sa cour. Je l'ai commencé, j'avais un peu peur que ce soit justement trop faussement sombre, vous voyez, enfin, sombre mais pas assez, et pas du tout. On est clairement sur une histoire sombre, avec des rebondissements auxquels je ne me suis pas du tout attendue. Et quand je lisais, j'étais là, je fais quoi ah bah ça, je l'avais pas vu venir alors. Mais vraiment. Enfin, c'est-à-dire que j'ai dévoré le premier tome. Jeanne est un personnage qui est très cool à suivre. On la comprend dans tout ce qu'elle vit. Donc en fait, même les fois où elle pourrait même paraître agaçante, en fait, je trouve qu'elle ne l'est pas vraiment. Et il n'a pas démérité sa place à la 6e. L'univers est très bien construit, très bien fait. Les personnages, très sympas à suivre. En fait, si vous aimez les histoires un peu sombres avec des vampires, mais racontées autrement, et en plus avec un monde mode cour de Versailles, franchement, foncez, il est fait pour vous. Alors attention, on rentre dans le top 5. Et à la 5e place, vous trouverez Je commence le premier tome du coup de qui s'appelle Éducation meurtrière de Naomi Novik. Alors, vous ne me connaissez pas encore, mais Naomi Novik, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert avec Déraciné. Et du coup, quand ce tome-là est sorti en poche, je me suis ruée dessus. Parce que, comme j'ai tous mes Naomi Novik en poche, en fait, je préfère prendre les éditions poche. Même si l'édition en grand est magnifique. Et là, pareil, encore une grosse découverte. Enfin, cette auteure, elle est dingue. À chaque fois que je lis un truc d'elle,
elle arrive à se renouveler et à faire quelque chose de nouveau. Donc je commence, on suit du coup Galadriel, qui est une jeune fille, en fait elle est sorcière. Et dans ce monde-là, quand on est sorcier ou sorcière, c'est un peu dans notre univers, à un certain âge, on va dans une école. C'est une école qui est très dangereuse, qui veut les tuer et qui du coup, il faut qu'elle survive jusqu'à la fin de sa scolarité. Et si elle survit, bah, elle pourra avoir la vie qu'elle veut en tant que sorcière. J'ai adoré. On est du point de vue de Galadriel du début à la fin et elle est géniale. Enfin, en fait, c'est une anti-héroïne de fou. Et Naomi Novik arrive très bien à nous la rendre à la fois antipathique et en même temps on la comprend tellement. Elle est drôle. Enfin, elle est géniale parce qu'elle a un côté grumpy, mais qui est compréhensible. Et oui, parce que ce que je vous ai pas dit en fait aussi, que le rapport avec l'histoire, c'est qu'en fait, Galadriel, elle a un pouvoir, mais qu'elle peut pas trop l'utiliser. Parce qu'en fait, son pouvoir est destructeur et qu'il pourrait tuer toutes les personnes qui l'entourent et elle-même. Plus de l'écriture de Naomi Novik, j'ai rien à y dire. Le personnage passe de antipathique à profondément attachant. Et l'évolution du personnage est à la fois réaliste et très touchante, quoi. Vraiment, vraiment très, très touchante. Les autres personnages sont intéressants aussi. On s'y habitue petit à petit, ou pas. Ou on les déteste petit à petit aussi. Mais franchement, il vaut le coup. Ce cliffhanger à la fin, moi, quand j'ai lu la fin, j'ai fait « Ok, il me faut le tome 2. » Donc là, j'attends qu'une chose, c'est qu'on m'annonce que le tome 2 sorte et de pouvoir le prendre à ce moment-là. Donc à la 4e position, nous avons cette merveille. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen qui m'a complètement embarquée. Donc on est sur de la romantasy et Lara qui est une des filles du roi de Maradrina, un pays qui est couvert de sable et en fait son père en gros dans ce monde-là il n'y a qu'une seule voie commerciale qui permet du coup la richesse des uns et des autres. Le parcours d'Itikana qui est une espèce de grand pont qui traversent en fait les différents continents et qui permettent au pays d'avoir une certaine richesse. Et du coup, le roi de Maradrina veut obtenir le pont pour son peuple parce qu'il dit que en fait, le peuple d'Itikana abuse carrément, qui sont violents, qui sont égocentriques. Et pour récupérer ce pont, il va former toutes ses filles à devenir des tueuses potentielles. C'est là-dedans que évolue Lara, qui donc devient une machine de guerre pour son père, dans l'idée de tuer le fameux prince d'Itikana. Le problème, c'est que quand elle va arriver sur place, elle va découvrir que le monde que lui avait déteint son père, et le peuple du coup qui devrait être son ennemi, eh ben, ne l'est pas vraiment. En gros, elle découvre un autre monde, d'autres réalités, un autre point de vue, en fait, sur le monde que celui qu'on lui a donné depuis qu'elle est toute petite. Et là, Lara commence à douter. Et douter de sa mission, douter de tout. Et il se trouve que le fameux prince, en plus, est à la fois adorable, courageux et très beau. Voilà, il faut le savoir. C'est une romantasy, hein, je le rappelle. Donc, il est forcément très beau. Et du coup, notre pauvre Lara, elle sait plus quoi faire. Et ben, écoutez, j'ai pris le livre, je l'avoue, parce qu'il était très beau. J'avais très peur, quand même, d'être très déçue. Je vous le dis, j'adore les romances. Mais j'aime quand elles sont bien faites. J'avais peur que la romance en fasse une œuvre très cucul à praline, etc. Mais c'est pas le cas. Les deux personnages sont intéressants, ils se méfient l'un de l'autre. Ils sont pas idiots. Et ça fait plaisir. Même si y a des moments, je trouve que Lara s'accroche encore trop à ce qu'elle pense savoir et n'est plus assez prudente. Mais en même temps, humainement, ça peut se comprendre aussi qu'à un moment, quand toutes tes certitudes tombent à l'eau, et que tu sais ce pourquoi tu as été entraîné et les choix que tu as fait jusqu'ici ont peut-être été faits sur de mauvaises raisons, et ben ça n'aide pas. Et ça peut se comprendre. Du coup, non, j'ai adoré le premier tome, découvrir le monde d'Itikana, découvrir les autres personnages aussi. Et la romance, c'est très sympa. J'ai beaucoup apprécié. Et du coup, avec la fin du tome 1, j'ai hâte de me replonger dans le tome 2 pour savoir
ce qui va leur arriver. Ensuite, à la 3e place, j'ai décidé de mettre Du thé pour les fantômes que j'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Mais je vais essayer de vous mettre soit ici, la petite couverture du livre qui est magnifique, d'ailleurs sublime, et qui va tellement bien avec l'histoire. Donc l'histoire qui traite de Agonie et Félicité, qui sont 2 sœurs qui n'ont pas eu exactement la même vie alors qu'elles ont vécu ensemble. Agonie a été détestée par sa mère, Félicité était adorée, elle, par sa mère. L'une est devenue sorcière, l'autre passeuse de fantômes, et après des années sans se parler, elles vont être obligées de se retrouver parce que leur mère est morte et que chacune d'elles veut des réponses. L'une parce qu'elle découvre que la mère qu'elle pensait avoir connue en fait n'était pas celle qu'elle prétendait être, enfin en tout cas qu'elle avait beaucoup de secrets. Et l'autre sœur, donc Agonie, qui elle aimerait bien savoir pourquoi sa mère ne l'aimait pas. Et du coup, les 2 sœurs, qui pourtant ne se sont pas parlé depuis des années, vont devoir enquêter ensemble, en quête du fantôme de leur mère, pour lui poser différentes questions. On imagine bien que ce chemin va être peuplé de secrets de famille, de découvertes et de aussi retrouvailles quelque part entre les 2 sœurs. Il est à la 3e place, c'est pas pour rien. On est sur un récit qui de toute façon mérite d'être lu. On est sur une histoire de famille, sur une histoire entre des sœurs, une histoire de femmes, une histoire de secrets. C'est un livre qui, à la fois, a réouvert des blessures, tout en guérissant. C'est un livre qui est à la fois émotionnellement frappant et libérateur. Il vaut tellement le coup. Et puis la magie qu'il y a dedans, c'est des petites magies. Il n'y a pas de boule de feu, il n'y a pas... ou en tout cas pas énorme, enfin... Il n'y a pas de grosses boules de feu, il n'y a pas de grand méchant qui apparaît. Non, en fait, là, toute l'histoire et tout ce à quoi sert cette magie, c'est à donner cette dimension du conte raconté dans un salon de thé au coin du feu par un jour de pluie sur ces 2 sœurs qui vont devoir apprendre à faire face à leur passé, à ce qu'elles se reprochent, aux sentiments qu'elles ont eus et aux mensonges qu'elles se sont dites parce qu'elles étaient enfants. Et c'est pas toujours facile. Et en même temps, elles le font. Et c'est beau, la plume de l'auteur est juste magnifique. Enfin, il y a des moments, j'ai relu des passages tellement c'était beau. Pour moi, c'est un livre qui laisse pas indifférent. Et j'y ai encore repensé plusieurs jours. Là, j'arrête pas de le passer à mes copines parce que je me dis, mais il faut que vous l'ayez lu, il est trop bien. Et pour le moment, les retours que j'ai eus étaient très bons. Donc, j'attends pour la prochaine. Mais du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans les mains pour le moment. Mais si vous l'avez pas lu, foncez, il vaut le coup. Du thé pour les fantômes, c'est trop bien. 2e place. Encore des sorcières et du thé. Je vous l'ai dit qu'il y avait des thèmes récurrents. Avec La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Et là, c'est une révélation, c'est une beauté, c'est un petit bonbon, la douceur d'une tasse de thé sous un plaid chaud en hiver, avec un petit fond musical adorable et le bruit crépitant d'un feu de cheminée. C'est du feel good à n'en plus pouvoir, c'est du rayon de lune enchanté, enfin c'est pas... vous attendez pas à un scénario de fou, vous attendez pas à un truc de malade, c'est juste une histoire simple de personnes qui recherchent à ne plus être seules et à se découvrir et à transmettre et à découvrir qui elle est en essayant de montrer à d'autres personnes qui elles sont. Et c'est beau, c'est juste beau. Je vais vous parler de l'histoire parce que c'est vrai que si vous ne connaissez pas encore, vous avez dû le voir beaucoup passer par contre cette année. Mais du coup, pour donner l'histoire, on va suivre Mika-Moon, qui est une sorcière des temps modernes. Sauf que Mika-Moon, c'est une sorcière tellement des temps modernes qu'elle a décidé, alors que c'est interdit de révéler qu'on est une sorcière, de se lancer sur les réseaux sociaux et de faire une chaîne où elle se fait passer pour une sorcière. Sauf que voilà, un jour Mika, elle découvre dans ses messages un commentaire un message privé un peu étrange qui lui demande de venir apprendre à 3 petites sorcières à être des sorcières et à maîtriser leur pouvoir. Alors au début, Mika-Moon, elle est partagée entre c'est une blague ou c'est une vraie demande.
Sauf qu'en plus, elle sait que 3 petites sorcières au même endroit, c'est pas censé être possible parce qu'elles ne sont pas censées se regrouper pour éviter les trop grosses démonstrations de magie. Mais Mika, curieuse de découvrir la vérité derrière tout ça, va se retrouver à la maison de nulle part. Déjà, j'adore ce nom, la maison de nulle part. Donc à la maison de nulle part, avec une petite famille recomposée assez particulière de personnes qui n'ont pas de lien entre eux, mais qui vivent quand même ensemble, et elle va s'ajouter à cette petite maisonnée. Je ne vous cache pas qu'il y a aussi une histoire d'un libraire un peu grumpy, mais adorablement mignon et beau, il paraît. Mais très grumpy, et moi les grumpy fois sunshine, c'est pareil, c'est un trope que j'aime beaucoup. Et qu'il y a plein de personnages hauts en couleur auxquels je me suis attachée à chaque fois. C'est un apprentissage de la vie, un apprentissage de soi, et d'apprendre à se découvrir et à s'assumer et à aller au bout de ses rêves. C'est que du positif. Bref, si vous avez envie d'une lecture qui fait du bien, elle est là, et c'est pour ça qu'elle est à la 2e place. Il n'y a pas de grand scénario, pas de grand... Si j'avais dû être totalement objective sur la qualité scénaristique, etc., ce serait pas lui à la 2e place. Bien sûr que j'aurais pu mettre Robin Hobb ou d'autres encore, mais le plaisir de lire, la douceur du moment, je suis quelqu'un de totalement subjective, hein, vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, d'ailleurs il y a peut-être des livres que vous n'aimerez pas autant que moi, ou que... mais c'est ma chaîne, donc en fait je parle subjectivement, et subjectivement, bah... ça a été un de mes meilleurs moments de lecture de l'année, qui m'a fait du bien à un moment où j'en avais besoin, et qui, je pense, vaut le coup d'être à cette 2e place. Toute première place arrive avec Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Et là vous vous dites, mais comment on est passé de la 9e place à la 1re place? Et bah c'est toute la beauté de Sarah J. Maas. Donc je vous refais pas le résumé parce que vous l'avez eu dans le tome 1. Et je vais pas vous faire le résumé du tome 2 parce que ce serait vous spoiler. Mais tout bascule dans ce tome 2, et c'est dans ce tome 2 que j'ai compris pourquoi cette série avait autant de succès. D'ailleurs, je vais pas vous le cacher, tout mon début 2024, je me suis enchaîné la série. Donc là, il va sûrement y avoir un update lecture où je vais vous parler de beaucoup de ACOTAR, soyons honnêtes. Mais le 2e tome a été un énorme coup de cœur. Je l'ai mis parce qu'en fait, ça m'a rappelé ce que c'était. Ça faisait très longtemps, en fait, qu'une série de bouquins ne m'avait pas autant embarqué au point que j'ai envie de tous les lire à la suite. Rien que pour ça, il valait la 1re place. L'histoire prend une toute autre dimension dedans. L'auteur se permet de faire ce que j'avais pas encore vu. En fait, je viens de comprendre que les réels enjeux et le réel roman commencent là-dedans. Et même s'il fallait passer par le tome 1 pour construire le personnage principal et pour en faire ce qu'elle va être ensuite, et pour comprendre aussi d'autres personnages, c'est là-dedans, en fait, que la vraie histoire de ACOTAR commence. Et que dire, j'ai été bouleversée, j'ai été envolée. Rysand, le personnage de Rysand m'a embarquée. Ses amis aussi m'ont profondément touchée et embarquée. C'est devenu des... Maintenant, c'est un peu devenu comme des copains, en fait, que je porte avec moi, des amis que j'ai vraiment eu du mal à laisser. L'univers est fou. Le monde des failles est incroyable à découvrir. Dans le 1er tome, on se cantonne beaucoup à la cour de printemps et un peu à l'univers sous la montagne, mais ça, je vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon je vous spoilerai. Mais là, on commence à découvrir une autre cour et une romance qui est tellement saine. J'ai pas envie de trop en dire parce que je vais tout gâcher, je vais vous spoiler à fond en parlant, mais c'est un bouquin qui vaut le coup. Il faut l'avoir lu, je l'ai dévoré. Il est à la 1re place parce qu'il a tout. Il a l'univers, il a une romance qui m'a touchée, il a des personnages qui m'ont touchée, des histoires qui m'ont touchée. Et les dialogues sont super bien faits et ont l'air naturels. L'intrigue et l'enjeu qu'il y a derrière sont prenants. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de voir comment ça va avancer. On est à fond, quoi. Enfin, moi, j'ai été à fond du début à la fin. Mes nuits m'en ont beaucoup voulu parce que je n'arrivais plus à lâcher le bouquin. Et rien que pour ça, il vaut sa place de tome 1. Et je sais, c'est encore un livre que j'aurais dû avoir lu depuis très longtemps.
Mais je vous avoue que d'avoir attendu et de l'avoir lu maintenant, ça m'a permis d'enchaîner tous les autres. Et j'en suis quand même contente. Voilà, mon top 10 romans de l'année. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc sur le Booktube. Donc j'espère que vous serez indulgents. J'ai décidé de me lancer après pas mal de réflexions sur est-ce que j'y vais. Je suis pas ultra dans le maquillage, je suis pas ultra sur mon physique, mais j'ai envie de dire tant pis. Voilà, j'ai décidé d'assumer jusqu'au bout qui je suis. Et j'espère que ça vous plaira et qu'on pourra continuer à discuter lecture. D'ailleurs, n'hésitez pas, moi, à me donner votre top 10 aussi, ou en tout cas votre meilleure lecture de l'année 2023. Dans une prochaine vidéo, on verra le top 10 des mangas. Et d'ici là, continuez à vivre de très belles aventures dans vos livres. Et matane!